Alors le défi avec mes invités dans ce talk, c'est qu'on comprenne vraiment tout de cette affaire projet Pegasus qui a été révélée en juillet. C'est le fruit d'un travail de rédaction, 17 rédactions internationales réunies au sein d'un consortium, au sein duquel on retrouve d'ailleurs la cellule d'investigation de Radio France ou encore Le Monde. C'est un travail d'enquête qui a été coordonné par l'organisation Forbidden Stories, avec le secours aussi des experts du Security Lab d'Amnesty International. Et il a été démontré donc que plus de 50 000 numéros de téléphone faisaient partie des cibles potentielles de Pegasus, un logiciel espion israélien, le tout réalisé pour le compte d'une dizaine de gouvernements. Voilà une affaire assez impressionnante dont il faut tirer les enseignements aujourd'hui. On en parle donc avec Ingrid Schöllner, directrice marketing et membre du COMEX de Tetris, qui est un éditeur français de logiciels de cybersécurité, spécialiste de la neutralisation automatique des cyberattaques, créé en 2010 par deux anciens de la DGSE. Et Ivan Kwiatkowski, que vous avez déjà vu dans Smartech, chercheur en cybersécurité chez Kaspersky, qui là est une société de cybersécurité et de protection de la vie privée numérique fondée en 1997 à Moscou par le célèbre Eugène Kaspersky. Je vais vous poser une question déjà à tous les deux. Tiens, est-ce que, selon vous, c'est vraiment l'affaire la plus importante après les révélations de Snowden et donc des écoutes mondialisées par la NSA ? La plus importante, je ne sais pas. Ingrid Schöllner. Par contre, je pense que c'est la première fois que ce logiciel serait dévié de son usage prévu et utilisé à des fins d'espionnage contre des personnes comme des journalistes et des organisations non gouvernementales. Donc finalement, la plus importante en volume, je ne sais pas, mais d'un point de vue stratégique ou politique, je pense. Oui, j'aurais tendance à être d'accord avec cette analyse. Effectivement, quantifier quelle est la révélation la plus importante ces dernières années, c'est pas toujours facile. Mais avec l'affaire NSO, pour moi, on a quand même franchi un palier dans la démocratisation. Donc NSO, c'est le nom de l'éditeur. Oui, pardon. NSO Group, qui est le créateur de ce logiciel Pegasus, il y a vraiment une démocratisation de ces outils d'attaque qui, à une époque, étaient vraiment l'apanage de gouvernements, c'est-à-dire de puissances souveraines, et qui tombent peu à peu en fait, dans des sociétés privées qui, elles, revendent ces capacités au plus offrant quelque part. Et donc, on a vraiment cette progression des outils d'attaque qui sont de plus en plus démocratisés et donc accessibles à de plus en plus d'acteurs. Et ça, à mes yeux, c'est très problématique. Qu'est-ce qu'on sait justement de cet éditeur NSO moi, j'ai noté qu'ils ont été créés en 2011. Ce n'est pas des petits jeunes qui viennent d'arriver sur le marché quand même. Entreprise israélienne, je le disais, donc qui vend un outil quand même décisif, a priori uniquement dédié à la lutte contre le terrorisme et le banditisme. Et là, les révélations des journalistes nous disent que finalement, ça ne représente qu'une infime partie de leur business, cette lutte contre le banditisme. Qu'est-ce qu'on en sait ? Est-ce que vous connaissez, vous, NSO ? Alors, on connaissait NSO depuis plusieurs années dans le milieu de la cybersécurité parce qu'ils ont toujours eu un business qui était de vendre des vulnérabilités logicielles, de vendre une manière... En fait, ils vendent une capacité. C'est-à-dire, si jamais vous êtes client de NSO, vous avez le pouvoir de pénétrer n'importe quel iPhone partout dans le monde à distance. Et c'est ça, vraiment, la capacité qu'ils vendent. Alors, ensuite... Ils ne sont pas en mesure de dire, alors si on les croit, contre qui cette capacité est utilisée. Donc l'intérêt de ces révélations qui ont été faites par le consortium Forbidden Stories et Amnesty International, c'est qu'ils ont eu accès à une liste de numéros de téléphone qui étaient susceptibles d'avoir été attaqués par les utilisateurs de NSO. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément tous été ciblés, mais ils étaient dans une liste où potentiellement il pouvait y avoir une attaque ultérieurement. Et dans cette liste, on trouve des organisations non gouvernementales, des journalistes, bien sûr des présidents de la République, des avocats, voilà, donc toute une population qui, a priori, on pourrait suspecter qu'elle n'a rien à voir avec la lutte contre le terrorisme. Voilà. Et donc constater l'étendue de ce ciblage, c'était quelque chose qui était jusqu'à présent inconnu, même si on le suspectait, et qui est clairement extrêmement préoccupant. Alors, ce n'est pas juste un outil d'écoute téléphonique. Si on devait décrire comment fonctionne ce logiciel, Ingrid Schöllner. Alors, il fonctionne de façon extrêmement élaborée. Le point principal est quand même les capacités, on en parlait, de recherche de la société NSO pour trouver des failles critiques dans les téléphones, pour réussir finalement à trouver la porte d'entrée sur les téléphones. Et là-dessus, effectivement, on les connaît depuis plusieurs années, mais alors l'événement de cet été, en quelque sorte, c'est d'avoir encore une fois réussi à aller un petit peu plus loin dans les failles. À chaque fois que Apple patch, NSO cherche de nouvelles failles.
Et donc le principe est vraiment de, à chaque fois, chercher de nouvelles failles pour réussir à vendre leurs produits. C'est ce qu'on appelle les failles zero day, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été détectées. Exactement, qui n'ont pas encore été patchées aussi par l'éditeur, par Apple en l'occurrence. Et ce qui fait que cet outil peut s'installer sur un téléphone sans aucune action volontaire de l'utilisateur. Voilà. Pas de clic, pas d'erreur en fait de l'utilisateur. Ça, c'est le côté le plus fourbe, je pense, de tout ce dossier, et le côté aussi le plus actuel. Il me semble que c'est là vraiment sorti cette année l'utilisation de zéro clic par Pegasus. Et effectivement, l'utilisation zéro clic fait que finalement, si vous êtes sur une liste, de fait, vous êtes non seulement cible, mais aussi victime, puisque vous n'avez rien à faire pour faire la boulette. Vous n'avez même pas d'action à faire pour être victime. Vous êtes victime dès que vous êtes sur la liste et que ça s'installe sur votre téléphone. Yvan Katowski, vous étiez venu dans Smart Tech, je me rappelle, vous avez parlé de l'importance des failles zero day qui s'échangeaient désormais sur le dark web à des prix qui devenaient abordables. Il ne faut quand même pas être n'importe qui pour trouver des failles zero day sur iOS ou Android. Pour en trouver, ça reste quand même difficile. Pour en trouver, dans le sens de les découvrir, pour les acheter. J'imagine que chez NSO, ils sont plutôt dans l'optique de la découverte. Effectivement, mais ces découvertes, elles peuvent être faites par des chercheurs indépendants éventuellement. C'est-à-dire qu'il y a des gens très talentueux qui sont capables de trouver ces failles et puis ensuite qui les revendent à des revendeurs de vulnérabilité qui font en fait l'intermédiaire entre des États, entre des sociétés comme NSO et puis ces découvreurs. NSO, ils ont des équipes aussi en interne dont le seul but, je ne sais pas combien, ils ont sûrement des centaines de chercheurs, leur travail au quotidien, c'est d'analyser les systèmes d'exploitation iOS, Android et de découvrir des failles dedans. Et ensuite, ces failles, quand elles sont revendues, alors ça peut être individuellement à des États à travers certains prestataires, mais pour NSO, ils vendent tout le package qui est la faille, l'outil d'intrusion, les serveurs qui permettent d'envoyer la vulnérabilité vers le téléphone. Et ça, est-ce que c'est accessible à tout le monde ? En fait, c'est une capacité qui coûte seulement quelques millions de dollars. Ça peut paraître beaucoup, en fait, parce que moi, je ne les possède pas à titre personnel, mais pour n'importe quel pays du monde, voire même pour certaines grandes entreprises, fondamentalement, ce n'est pas une somme qui est insurmontable. Et pour l'utilisateur, donc on dit il n'a aucune action. Est-ce que c'est totalement invisible ou est-ce qu'il y a un moyen quand même de détecter qu'un logiciel est venu s'installer sur son téléphone ? Pour moi, pour l'utilisateur, c'était invisible. Pour l'utilisateur normal, on va dire, sauf à ce qu'il soit extrêmement proche de sa DSI et qu'il confie régulièrement son téléphone à une DSI. Bon, c'est rarement le cas. Non, même en fait, c'est extrêmement difficile, même pour un utilisateur expert, de voir que sur son téléphone, il y a eu ce type de logiciel qui a été installé, parce que sur les téléphones modernes, on n'a pas vraiment de capacité d'investigation. C'est-à-dire vous achetez un iPhone ou un téléphone Android, mais surtout avec les iPhones, vous ne pouvez pas vraiment aller fouiller dedans pour voir ce qu'il y a dessus, voir quels sont les processus qui tournent, parce que Apple est responsable de la sécurité de votre appareil et donc considère que vous n'avez pas à aller fouiller dedans de la même manière qu'un attaquant ne doit pas être capable d'aller fouiller dedans non plus. Et donc, vous pouvez Ce qui est aussi une protection, parce que ça créerait des failles de laisser l'utilisateur aller fouiller dans le système. Alors, on pourrait avoir le droit d'inspecter sans forcément être capable de modifier, mais en fait, les murs du jardin sont très très hauts et personne ne peut les franchir, sauf les gens qui trouvent ces failles qui coûtent très très cher. Donc, si moi, sur mon téléphone, j'avais ce type de logiciel espion qui tournait, je pense que je ne serais pas en mesure d'aller mener les investigations. Même vous, Yvan Katowski ? Voilà. Il y a quelques acteurs du coup qui sont capables dans le monde de détecter l'attaque, mais en réalité c'est presque, c'est pas trop tard, mais c'est tout de suite, juste après l'attaque. On en fait partie chez Tetris. Il y a quelques éditeurs mondiaux aussi, il y a CrowdStrike et Lookout par exemple. L'idée est de savoir, d'analyser ce qu'il se passe sur le téléphone et les points principaux qu'on peut détecter, c'est les flux sortants par exemple. Oui. C'est-à-dire que il y a des flux sortants du téléphone quand il y a de l'espionnage qui sont quand même réguliers et qui ne vont pas tout à fait vers les adresses qui sont prévues. Parce que alors, ce qui est aspiré, donc je disais, ce n'est pas juste des écoutes téléphoniques, c'est vraiment l'ensemble des datas qui sont dans le téléphone, mais aussi qui transitent lors des échanges sur des messageries, par exemple. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire quand on pense à surveillance téléphonique, on pense vraiment aux appels, aux données vocales. Mais en pratique, quand l'attaquant est sur notre téléphone, il a accès à tout ce qui est sur le téléphone. Ça peut être les SMS en transit, mais aussi les SMS que vous avez reçus depuis toute l'histoire de votre téléphone. Ça peut être vos contacts. En tant que journaliste, vous avez peut-être des sources. Ces sources-là, on n'a pas forcément envie que leur identité soit divulguée, mais s'ils sont dans votre carnet d'adresse, forcément, l'attaquant qui est sur le téléphone y a accès. Si jamais vous avez le numéro de votre oncologue dans votre répertoire, potentiellement, ça dit des choses sur vous aussi. Et donc, c'est pas... Les données qui sont importantes, ce n'est pas seulement les données vocales, ce n'est même pas seulement vos SMS, c'est aussi toutes les métadonnées, tout ce qui se trouve autour et qui révèle énormément de choses sur vous.
Le vrai moyen peut-être pour ces personnes qui sont ciblées, c'est de compartimenter les usages. Et d'avoir, c'est triste, hein, mais d'avoir un téléphone sur lequel on ne fait pas grand-chose. On n'utilise pas les grandes applications grand public, WhatsApp, etc., etc. Mais au moins, on compartimente ces usages. Et quand on a des informations, comme on dirait, extrêmement sensibles, eh ben, on utilise un téléphone qui ne sert qu'à ça, ou qui ne sert qu'à recevoir éventuellement, et encore un autre pour envoyer. Alors, c'est extrêmement manuel, mais si on veut vraiment se sécuriser et qu'on a la responsabilité d'instances très hautes, on va dire, ou qu'on a la sensibilité d'information très haute, ça peut être une solution. Quand on est un chercheur en cybersécurité, qu'on travaille pour Tetris, Kaspersky, qu'est-ce qu'on tire comme enseignement d'une affaire comme celle-ci? Est-ce que ça change la manière de travailler? Comment? Parce que j'imagine que les autorités cherchent des solutions pour mieux se protéger aussi. Ah, tout à fait. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est terrifiant, ce genre de révélation, parce que on arrive dans un monde où j'ai l'impression que pour être en sécurité, il faudrait qu'on laisse tomber le téléphone et puis qu'on arrive à faire sans. Alors, sans aller jusque-là, peut-être qu'on peut revenir sur ce qu'ils appellent les dumb phones, avoir les vieux Nokia qui servent que à téléphoner, que à appeler, et puis faire le reste sur ordinateur, c'est possible. Mais on se sent assez démuni en fait, devant ces capacités extraordinaires qui sont de plus en plus répandues et face auxquelles c'est extrêmement difficile de se défendre. Et donc, à part un espèce de retour en arrière technologique à titre individuel, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose. J'ai dit, sinon passer sur son ordi. Le PC est mieux protégé? Le modèle de risque du PC, il est un petit peu différent. C'est-à-dire que Parce qu'on peut trouver des failles 0 day aussi sur son système d'exploitation mais fixe. Les PC sont un peu plus protégés d'une certaine manière, dans le sens où si jamais j'ai votre numéro de téléphone, je peux vous appeler tout le temps. Si jamais vous avez mon adresse IP, vous ne pouvez pas forcément vous connecter à mon ordinateur, parce que en termes de réseau, chez moi, j'ai une Livebox, une Freebox, qui fait quelque part un peu rempart devant ce type d'attaque. Et donc, c'est plus dur pour un attaquant d'aller toucher mon ordinateur directement qu'un téléphone qui, lui, en fait, est toujours connecté au réseau, toujours accessible tout le temps. Ce que je pense, c'est que finalement, cette attaque, cette opération a permis une prise de conscience quand même qu'il y a plusieurs canaux pour se faire attaquer. C'est-à-dire qu'en ce moment, récemment dans les médias, on entendait parler quasiment exclusivement des ransomware sur les systèmes d'entreprise, donc ordinateurs et serveurs. Là, on entend parler d'autre chose, d'espionnage sur mobile. Finalement, ça a permis, nous, ce qu'on a vu de nos clients, que les entreprises se rendent compte que les téléphones portables sont aussi un vecteur d'attaque, parfois différent, puisque espionnage, c'est pas tout à fait comme ransomware, mais enfin bon, à la fin, pour nuire à l'activité de l'entreprise, c'est quand même pas mal. Et voilà, donc finalement pour nous, en tout cas, ça a permis une prise de conscience du fait que les systèmes informatiques des entreprises sont tous interconnectés. Assez facilement, on utilise son téléphone personnel pour des usages professionnels, donc ça a aussi permis de rééduquer sur attention, on fractionne un petit peu les usages, ou alors on sollicite sa direction informatique avant d'installer quelque chose, etc. Donc il y a quand même une prise de conscience positive de toute cette histoire. Oui, mais ça fait partie des meilleures parades, je dirais. C'est cet éveil, en fait, de faire prendre conscience des dangers. Exactement. Je suis d'accord là-dessus. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, y compris sur ce plateau, de ransomware et de menaces qui ciblaient les entreprises. Et bien sûr, elles sont aussi ciblées par ce problème spécifique. Oui. Mais ce qui est intéressant avec ces révélations du groupe NSO, c'est de montrer que la société civile, elle aussi, elle est concernée par ces problématiques de cybersécurité. Que vous, comme moi, potentiellement, un jour, on pourrait tomber dans le collimateur d'un État ou alors d'une organisation qui aurait ces capacités et se retrouver espionné aussi. Et donc, c'est vraiment, ça rappelle que la cybersécurité, c'est un problème qui concerne tout le monde et pas seulement les grands groupes, pas seulement les entreprises. Quelles solutions alors on peut apporter? Quelles sont les bonnes pratiques pour le citoyen lambda, justement? En un, mettre à jour ses téléphones. Mettre à jour ses systèmes d'exploitation. On a eu, suite à l'affaire Pegasus... Parce qu'elles sont corrigées quand même rapidement, ces failles 0 day? Dès qu'elles sont découvertes. Ça peut prendre combien de temps? Plusieurs semaines. Plusieurs mois. Il y en a, il y a eu des cas où les 0 day persistaient pendant des années. Tant qu'ils ne sont pas utilisés ou tant qu'ils ne sont pas découverts, fondamentalement, on ne peut pas vraiment les corriger. Et alors, question totalement naïve, mais alors, une fois qu'une faille est corrigée, je mets à jour mon système d'exploitation, est-ce que ça veut dire que ça va avoir chassé le logiciel espion? Ça nettoie rien. Ça permet juste d'éviter que la porte, celle-là, soit encore ouverte. Donc, si le mal est fait, c'est trop tard, même après une mise à jour. Si le mal est fait, là, donc Amnesty International a... Parce que quand on clique sur la mise à jour, on dit ça répare, ça corrige des failles et tout ça, donc on a l'impression qu'on va se retrouver à l'abri, mais en fait... ça ferme la porte, mais si le méchant est dedans, si le voleur est dans la maison, vous fermez la porte, mais il a le temps de faire ses sacs en quelque sorte. C'est un peu la même. C'est ça. Vous êtes d'accord, Yvan? Je suis complètement d'accord. Mais Amnesty a publié certains outils informatiques qui sont actuellement un peu difficiles à utiliser, mais qui permettent de vérifier sur le téléphone si jamais il n'y aurait pas des traces de compromission qui seraient liées
à Pegasus, mais aussi potentiellement à d'autres logiciels. Et donc, si jamais vous avez quelqu'un qui se connaît un peu en informatique et que vous suspectez que vous pourriez avoir fait l'objet de ce type de surveillance téléphonique, ça vaut la peine d'essayer de faire ces tests-là. On a aussi un projet open source chez Kaspersky qui permet d'analyser les flux sortants d'un téléphone et puis de regarder si ça ne ressemble pas à quelque chose de malveillant. Voilà, et ça, c'est gratuit, donc éventuellement, ça peut mériter... Ça peut être un premier signal d'alerte. Mais donc ensuite, si le mal est fait, il n'y a qu'une chose à faire, c'est jeter son téléphone, changer de numéro? Pas nécessairement, on a des opérations chez Tetris, on a lancé des opérations de nettoyage a posteriori. C'est laborieux par contre, ça demande des équipes pointues. Bon, on les a mis en œuvre. C'est plus simple de changer de numéro. C'est moins cher aussi. Après, par moment, c'est difficile pour certaines personnes de changer de numéro, changer de device, changer d'appareil, etc. Mais effectivement, pareil, si jamais ça peut aider, on a mis chez Tetris en place un MTD, donc une application qui permet de savoir si vous avez été touché gratuitement sur Apple. Bon, elle est en ligne depuis des mois, mais effectivement, on a eu un pic de téléchargement sur le mois de juillet et depuis. Voilà, c'est gratuit, Tetris MTD sur Apple. Ça permet au moins de savoir si le téléphone est propre. 2 outils gratuits qui permettent de vérifier si tout se passe correctement sur son téléphone. Déjà ça. Est-ce qu'on peut revenir sur la technique de Pegasus, en fait? Est-ce qu'on sait véritablement comment travaille NSO? Alors, comment il travaille, à quel niveau? C'est-à-dire au niveau de la recherche? Techniquement, c'est-à-dire le déroulement d'une attaque. Oui. Alors, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'ils ont trouvé des vulnérabilités dans certains composants logiciels. Par exemple, si on prend le cas d'Apple, il me semble que la vulnérabilité était dans iMessage, donc l'application pour recevoir des messages. Et ils trouvent une faille dedans qui est liée à la manière dont les messages reçus sont traités par le système d'exploitation. Il y a un bug qui fait que quand on reçoit un message qui est formaté de telle manière, les détails, peu importe, le système a une erreur et ensuite il effectue une action qu'il ne devrait pas effectuer. Et donc le scénario, c'est vous recevez un SMS et votre téléphone, la vulnérabilité est déclenchée et au lieu de vous afficher un SMS, il va installer une application. Voilà. Ou alors il va se connecter sur Internet, télécharger un package et puis l'installer. Et à aucun moment vous aurez... Donc il y a quand même une phase de téléchargement qui n'est pas liée à un clic, mais qui est liée quand même à une action sur mon téléphone, à la réception d'un message. Mais elle est invisible. Elle est invisible parce que... Mais ce message, il vient bien de quelqu'un. Bien sûr, mais... Oui, vous allez voir 06, message entrant. Et vous n'allez pas l'ouvrir parce que vous ne connaissez pas la personne, mais c'est fait. Non, vous ne le verrez même pas. Il n'atteint pas votre boîte de réception, c'est-à-dire il est reçu, le téléphone le traite, et comme il y a un bug, le bug ensuite conduit à l'installation d'un logiciel, mais en fait il n'arrive pas jusqu'à votre boîte de réception, il s'arrête avant, et donc il n'y a rien à voir. Vous pouvez pas vous pouvez pas regarder votre répertoire ou dans votre boîte de réception et regarder s'il n'y aurait pas un message qui était suspect. Il n'existe pas. Et alors, une fois que ce logiciel est installé, qu'est-ce qu'il fait dans le téléphone? Comment fait-il pour capter, aspirer l'ensemble des données? Eh bien, à partir du moment où le logiciel il est sur votre téléphone, en fait, il a accès à toutes les données de votre téléphone. C'est-à-dire c'est comme un programme qui est en train de tourner. Si jamais vous avez un ordinateur, c'est le même fonctionnement. Si vous avez un ordinateur, vous avez une application... Oui, mais chaque application est séparée. Enfin, et parfois même, on fait attention, on leur demande de ne pas surveiller, de ne pas suivre. C'est une bonne remarque. Et en fait, la complexité de la recherche de ces failles logicielles, elle est qu'il n'y en a pas une seule, qui serait la faille iMessage qui permet de rentrer, mais aussi une faille dans Blastdoor, qui est le compartimenteur de Apple, c'est-à-dire le composant de sécurité qui permet d'empêcher qu'une application accède aux données des autres applications, etc. Et donc, vous avez une chaîne qui est composée de 2, 3, peut-être 4 vulnérabilités, qui permet d'accéder au téléphone, puis ensuite d'élever ses privilèges sur le téléphone et d'accéder à toutes les données. Ça, prise de contrôle et export des datas. Finalement, ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est que l'attaque vise à prendre le contrôle de votre appareil. Donc, c'est lié quand même à plusieurs failles qui sont exploitées. Voilà. Et plusieurs millions d'euros de coûts quand même. Et ça permet d'attaquer massivement autant de smartphones qu'on le souhaite. Alors, massivement, c'est pas exactement le terme, c'est-à-dire que... Parce que finalement, là, on parle de 50 000. Ouais. Pourquoi pas 50 millions, je veux dire? Quel est le frein, la limite? Alors, la limite, c'est ces vulnérabilités qui coûtent cher. C'est-à-dire que si jamais vous attaquez 50 millions de personnes en même temps, il y en a bien une quelque part qui va voir quelque chose. Voilà. Parce que dans les 50 millions, il y aura peut-être un chercheur en cybersécurité, il y aura peut-être quelqu'un qui a une équipe de sécurité qui surveille son téléphone, des choses comme ça. Et donc, si jamais il n'y a pas de ciblage, si jamais vous ciblez toute une population, les chances que la faille soit découverte, elles augmentent proportionnellement au nombre de victimes. Et donc c'est pour ça qu'il y a quand même cette obligation de cibler un peu, c'est que si jamais vous voulez que les zero day persistent dans le temps, vous êtes obligé de faire un petit peu attention avec. Voilà, c'est le seul frein à ce que l'ensemble de la planète se fasse pirater en même temps. C'est finalement du luxe de la cyberattaque, c'est malheureux, mais c'est un peu ça. Il faut faire de la pointe, il faut faire du ciblage pour éviter de tomber, comme le disait Yvan, sur des personnes qui seraient trop informées et qui auraient pu détecter la chose. Et après, de l'exploiter ou non, la faille, ça coûte le même prix
Bon, là encore, question naïve, hein, on a vu qu'il y avait 50 000 téléphones ciblés, pas forcément tous attaqués. Pourquoi ? Alors, c'est une bonne question. Ça coûte le même prix, c'est-à-dire que ce qui est acheté, qui coûte quelques millions d'euros, c'est la capacité. La capacité, c'est pouvoir rentrer sur n'importe quel téléphone, n'importe quand. Ouais. Voilà. Et après, vous en choisissez un, vous en choisissez 50 000, c'est pareil. Voilà, ça change rien. Vraiment, le seul critère, c'est si jamais vous attaquez trop de téléphones, un jour, potentiellement, il y en a un d'entre eux. Après, il faut avoir la capacité du traitement de la donnée qui est Bien sûr. récupérée. Après, il faut avoir les analystes, il faut avoir les gens qui peuvent... C'est pour ça que derrière, on retrouve des gouvernements, hein, pas des particuliers. Ça ne concerne pas tout le monde. Ça a permis une sensibilisation de beaucoup de monde. Et en ça, je répète, je trouve ça super chouette. En quelque sorte, c'est malheureux, mais super chouette, c'est un grand mot. Mais ça a permis de sensibiliser les entreprises, de sensibiliser les particuliers au risque de l'espionnage, au risque des cyberattaques un peu plus. Mais Pegasus en soi, le sujet dont on parle depuis cet été, n'a touché précisément que, entre guillemets, 50 000 personnes. Ouais. J'apporte juste une petite nuance là-dessus, qui est que c'est quand même grave dans la mesure où il y a des gens qui ont été espionnés par Pegasus et ensuite qui ont été arrêtés et ou tués. Ouais. Voilà. Donc on parle quand même de gouvernements non démocratiques qui ont utilisé cette capacité. Il y a eu des rumeurs. Il y a des tensions aujourd'hui très fortes entre l'Algérie et le Maroc. Voilà, aussi. il y a eu les cartels mexicains qui ont eu accès au logiciel à une époque, qui ont servi pour aller retrouver des gens qui recherchaient et puis les assassiner. Donc c'est quand même quelque chose d'assez grave. C'est-à-dire que là, on a un génie technologique qui devient une arme de puissance nucléaire aux mains des mauvaises personnes. Et le génie est sorti de sa bouteille. Et donc, on est impuissant face à ces attaques zéro day aujourd'hui ? Alors, parce que c'est un peu ce que dit l'agence de sécurité allemande. Elle dit que c'est très difficile d'envisager des mesures de prévention. C'est vrai. Voilà. À titre individuel, on est assez démunis. Donc, à part revenir sur des téléphones qui n'ont pas en fait les capacités techniques de faire tourner des logiciels. C'est revenir au low-tech, là, si vous me dites. Ouais. Revenir au low-tech, c'est une solution. Essayer d'être extrêmement vigilant sur son propre téléphone et puis avoir des contrôles de sécurité réguliers si jamais vous avez cette capacité, mais qui est un luxe qui n'est pas donné à tout le monde. Et puis, sinon, au niveau étatique, il peut y avoir plus de régulation, plus au niveau international, il y a des solutions certainement. C'est-à-dire que le logiciel Pegasus, qui est fabriqué par une société israélienne, il est ensuite commercialisé à l'étranger avec des autorisations à l'exportation du gouvernement israélien. Potentiellement, il peut y avoir peut-être des discussions au niveau diplomatique sur est-ce que, oui ou non, on autorise la diffusion de ce type de logiciel. Oui, la question se pose, effectivement. Merci beaucoup, Ingrid Zöllner, directrice marketing et membre du COMEX, chez Tetris, et Ivan Kwiatkowski, chercheur en cybersécurité chez Kaspersky, pour ses éclairages et ses premiers enseignements après les révélations du projet Pegasus.